Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Nantou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'actualité à Kinshasa, c'est toujours la classe politique qui réagit diversement au dialogue national préconisé par Joseph Kabila. Les uns sont pour, les autres jugent cette initiative inopportune. Et le débat se développe depuis que Kabila a récemment envoyé Kalev Moutonde, numéro 1 de l'ANR, notamment dans les états-majors de l'UDPS, du MLC, de l'UNC. Et pour José Makila, pour lui, il pose cette question: pourquoi faire un dialogue national maintenant, parce que nous sortons des concertations nationales, et tout le monde sait que ces concertations ont abouti à des résolutions qui ne sont même pas encore appliquées jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi un nouveau dialogue, puisque les concertations nationales, on y voit bien, les résolutions n'ont pas été totalement appliquées? Essayons d'abord de situer la question dans un contexte beaucoup plus général. Le fameux dialogue semble être une recommandation des accords d'Addis Abeba. Il devrait être mené sous l'égide des membres de la nébuleuse dénommée Communauté internationale. Mais posons-nous la question de savoir qui a financé les travaux d'Addis Abeba? Qui a écrit les textes qui ont été signés à Addis Abeba? À quoi a servi cette rencontre d'Addis Abeba réellement? Vous savez, quand nous analysons les questions du pays, en dehors du contexte où elles sont posées, nous risquons de ne pas les approfondir et en faire une analyse qui nous permette de penser ce pays-là à long terme. À ma connaissance, ce sont ceux qui ont orchestré la guerre contre le Congo-Kinshasa depuis plus de 2 décennies maintenant, qui ont créé et financé la rencontre d'Addis Abeba, tout simplement pour mener un groupe de Congolais suffisamment naïfs en bateau. Alors quand, après Addis Abeba, on vous parle de la rencontre du dialogue pour créer la cohésion nationale, on est en plein dans des rencontres distractives. Donc, on crée des distractions pour éviter d'aller vers les problèmes réels qui s'opposent au pays présentement. C'est-à-dire, il y a un effort qui est conjugué par ceux qui ont orchestré la guerre contre le Congo pour éviter que certains fronts où cette guerre se mène puissent faire l'objet de l'analyse de ce qu'on considère encore aujourd'hui comme étant les acteurs politiques du Congo. Donc si on réduit ce qui se passe au pays au petit front politico-politique, on risque de ne rien comprendre à la guerre perpétuelle qui se mène au Congo. Je m'explique. Il y a le front politique, il y a le front économique, où opèrent aujourd'hui les multinationales qui poursuivent leur financement des milices qui tuent, qui poussent nos populations à déserter de leurs villages pour que les matières premières de ces villages-là puissent être exploitées à moindre frais. Donc, il y a ce front-là économique qui est lié au front militaire et au front milicien, si on peut ainsi l'appeler. Donc, on arme, on tue, on occupe les terres, on les exploite. Il y a le front commercial. Le front commercial est lié au front
économique d'exploitation abusive des matières premières congolaises. Alors ce fonds-là, le fonds commercial, est investi à la fois par les multinationales et par certains pays voisins impliqués dans cette guerre depuis plus de 2 décennies. Alors, il y a le fonds géographique qui est celui de l'occupation du pays. Ce fonds-là est occupé par les pays voisins, les multinationales, l'ONU et les milices qui infiltrent les institutions et qui se répandent partout au pays. Alors, il y a le petit fonds politique qui reste et qui est réduit à sa plus simple expression parce qu'on parle de dialogue, mais on dialogue dans un pays où plusieurs fronts sont occupés, pas simplement par les Congolais, mais par ceux qui veulent que ce pays-là puisse imploser, puisse être balkanisé et qu'il soit occupé de manière qu'il serve simplement comme réservoir des matières premières. Alors, si nous n'avons pas une bonne analyse de tous ces fronts, nous n'allons pas comprendre que nos politiques ailleurs sont enfermés dans le front politique qui n'a pas de racines économiques, qui n'a pas de racines militaires, qui n'a pas de racines diplomatiques, un front politique pauvre où certaines marionnettes de ceux qui occupent tous les autres fronts essaient de mener le combat en divertissant les Congolais et les Congolaises à travers cette petite classe politique dépourvue de toute vision cohérente sur les autres fronts où se mène la guerre perpétuelle, dépourvue d'une vision à long terme sur l'avenir du Congo. Voilà comment j'essaie, moi, d'analyser la question, le contexte dans lequel se pose la question du dialogue. Alors maintenant, j'y reviens. Dialogue, pourquoi faire? Parce que si nous reprenons les termes de la fameuse constitution auquel tous ces politiciens-là obéissent, la constitution dit, en son article 220, que le régime actuel arrive à la fin de son 2e mandat. Donc, à quoi va réellement servir ce dialogue? Rappelez-vous que la fois passée, nous avions dit que ce régime était à la fois illégitime et illégal. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller dialoguer avec un régime illégal et illégitime, si ce n'est peut-être que pour se laisser débaucher? Alors, ouais, justement, Monsieur Mbello, un mot sur l'émissaire que Joseph Kabila s'est choisi pour lancer ces négociations. Pourquoi recourir à celui qui est présenté comme l'agent numéro 1 de la répression politique dans le pays? Rappelons que les services de Kalev, Mouton, disposent de cachots privés dans lesquels plusieurs opposants et activistes de la société civile comme Christopher Ngoyi sont enfermés. Pourquoi c'est choisir Kalev pour une telle mission? Vous posez une question magnifique. La fois passée, nous disions déjà ceci. Les services de sécurité d'un pays n'appartiennent pas à un camp politique. Mais voilà qu'au Congo, les choses se font à leur manière. On voit un responsable de la police politique de M. Joseph Kabila envoyé comme légat pour négocier autour de la question du dialogue avec les partis politiques. C'est-à-dire que ces partis politiques congolais sont tombés sur leur tête. Ce sont, à mon avis, des partis politiques nominaux qui ne comprennent pas en profondeur le sens de la politique. On ne mène pas sa politique, la politique du pays, avec un responsable de la police politique d'un régime sanguinaire. Une première considération.
Une deuxième considération. Tout d'un coup, ces politiciens-là oublient qu'il y a eu le problème des charniers qu'on a découvert un peu partout au Congo. Et il est de notoriété publique que c'est ce service-là qui est à la base de plusieurs de ces charniers. Donc, on met tout cela entre parenthèses, alors qu'on commençait à faire du bruit autour de ça. Non, ça ne compte plus. Ce qui compte maintenant, c'est le dialogue. Donc, c'est signe qu'il y a là une amnésie propre à la classe politique congolaise fatiguée de se battre. Donc, ce qui est en train de se révéler maintenant, ce sont les effets de l'usure. La guerre d'usure est en train d'avoir raison de ce que nous pouvons encore considérer comme faisant partie de la classe politique congolaise. Une bonne majorité. Hein, ne perdons pas de vue qu'il y en a quand même par-ci par-là, donc des exceptions qui confirment la règle, qui poursuivent leur lutte sans désemparer et qui évitent de tomber dans le piège. Il y a dans cette fameuse question du dialogue, dans cet appel au dialogue, un piège qu'il faut desserrer le plus tôt. C'est-à-dire, le piège est là, c'est le piège de la division. Diviser le plus possible cette fameuse classe politique, créer des malentendus entre cette classe politique et les populations qui se sont battues dans la rue, main nue, le 19, le 20 et le 21 janvier, pour que la situation politique du pays ne soit plus tellement lisible. Au lieu de la cohérence, de la cohésion sociale, on crée une grande confusion, mais une grande confusion qui va servir le manque de lisibilité de ce qui se passe au niveau des autres fronts, le front économique, le front militaire et milicien, le front géographique, le front commercial. Et je vous informe que l'Ouganda a une entreprise qui vient d'acquérir les aéroports du Congo et qui pourrait les gérer, selon les informations que nous avons eues, pour 99 ans. Et je vous rappelle que l'Ouganda fait partie des pays voisins impliqués dans la guerre de prédation et de basse intensité contre le Congo, et l'Ouganda a refusé de payer les réparations qui lui ont été infligées par la Cour pénale, la Cour internationale de justice. Voilà comment les choses se font au Congo. Un pays qui est impliqué dans la guerre, un pays qui refuse de payer les réparations causées par la guerre qu'il a menée contre le Congo-Kinshasa sous l'égide anglo-saxonne, sous l'égide des parrains anglo-saxons. Et c'est ce pays-là qui va avoir une entreprise qui va gérer un secteur aussi stratégique que les aéroports du Congo. C'est pour vous dire que là, nous sommes en plein dans l'occupation du Congo, mais maintenant, l'occupation se fait de plus en plus de manière visible. On attaque un secteur stratégique du pays pendant que les fameux politiciens pensent qu'il est temps d'aller au dialogue avec le cheval de Troie de ceux qui orchestrent cette occupation du Congo et qui risque nécessairement d'aboutir à son implosion, à sa balkanisation. Très bien. Pour finir sur le dialogue, un point sur lequel certains acteurs politiques de l'opposition semblent d'accord est que la dite table ronde ne devrait pas être un lieu de partage du pouvoir entre l'opposition et la majorité et devrait surtout éviter tout glissement pour le prolongement du mandat de Joseph Kabila. Monsieur Mbelou, est-ce que ces postulats politiques tiendra-t-il longtemps
connaissant la nature du personnel politique de Kinshasa. Et au fond, le but de Joseph Kabila n'est-il pas de procéder à un nouvel débauchage politique au sein de ce qui reste encore de l'opposition politique à Kinshasa? Nous venions de le mentionner en répondant à la précédente question. Mais, à notre avis, les choses sont beaucoup plus compliquées que nous le pensons. Cette fameuse classe politique, que va-t-elle faire si Kabila fait ce que Nkurunziza est en train de faire aujourd'hui au Burundi? Parce qu'il y a là, ce que nous ne semblons pas percevoir pour plusieurs d'entre nous, c'est que ce qui se passe au Burundi, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Sud-Soudan, ce qui se passera demain au Rwanda, tout cela fait partie d'une même guerre perpétuelle menée contre ce que les occupants du front géographique appellent le Grand Rift. Il y a une guerre perpétuelle menée pour que l'Afrique puisse être occupée à partir de la Centrafrique jusqu'au Mozambique. Mais cette guerre se mène de manière plus ou moins invisible. De temps en temps, elle devient visible parce que les milices attaquent, parce qu'il y a des morts. Mais cette guerre se mène, par exemple, sur le front économique avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en tant que tueur à gages économique. On ne l'aperçoit pas. Donc, il y a là tout un scénario de guerre perpétuelle mené contre toute cette partie de l'Afrique à travers quelques hommes politiques comme Nkurunziza, comme Kagame, comme Museveni, comme Kabila. Ce sont des marionnettes d'une guerre perpétuelle menée contre l'Afrique. Alors, il y a des moments de pause, et parmi ces moments de pause, ils font semblant de se tourner vers le front politique. Mais inutilement, parce que cette guerre-là n'a pas grand-chose à voir avec la véritable politique, la politique comme gestion de la cité, par le dialogue, par la contradiction, par la défense patriotique des intérêts souverains des pays impliqués dans les débats et les dialogues. Il n'y a pas cela. Ce sont des divertissements, ce sont des distractions momentanées qui permettent aux autres fronts de pouvoir avancer dans cette guerre-là. Maintenant, par exemple, vous voyez que l'usure a conduit les Congolais à ne plus être très vigilants sur le front financier, commercial et économique. Allez, les aéroports sont pris. Donc, ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Ils vont se réveiller. Ils auront des costumes cravates, des petits salaires de 10 000 ou 15 000 $. Mais on n'aura plus de terre, on n'aura plus d'aéroport, on n'aura plus, on n'a pas déjà d'usine de transformation des matières premières. Nos terres seront vendues, nos forêts seront vendues, on va devenir apatrides et eux continueront à s'habiller en costume cravate et à toucher leurs émoluments pour pouvoir vaquer à d'autres distractions. Très bien. Nouveau massacre des populations civiles à Beni dans le Nord Kivu. Et suite à cette situation qui semble sans fin, la société civile a décidé d'organiser des journées villes mortes pour dénoncer l'impuissance du gouvernement de Kinshasa à mettre fin à cette situation. La société civile affirme notamment ceci: nous avons donné des recommandations au chef de l'État quand il était de passage à Beni, aux ministres et députés et à la délégation de la communauté internationale de fournir des efforts pour que les massacres cessent. Mais apparemment, ça n'a pas cessé. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire des actions contraignantes pour que le gouvernement puisse s'impliquer. Fin de citation. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là un échec pour un régime qui a promis et continue à dire sa volonté de garantir
la sécurité aux populations du Nord Kivu? Non, ce n'est pas un échec. C'est une impuissance organisée. C'est nous qui échouons du point de vue des analyses. Ce régime-là orchestre l'impuissance de l'intérieur parce que impuissanter nos populations fait partie de sa mission. Donc, exterminer, créer la peur, tuer sont les différentes faces d'une même guerre. Et ce que vous appelez impuissance, ce sont des incapacitations organisées. Et c'est comme ça qu'avance une guerre d'usure. Vous voyez, nos populations laissées à leur triste, abandonnées à leur triste sort, s'en remettre à leur bourreau. Hein, vous voyez, il y a encore là ce que nous avons appelé à la précédente émission le larbinisme. Et pendant que nos populations de Béni sont martyrs, ailleurs, nos autres populations vaguent à leurs occupations comme si de rien n'était. Donc, on a réussi une certaine atomisation des populations congolaises, ce qui fait que ce qui se passe à Béni n'intéresse pas grand monde. Hein? Au contraire, ce qui pouvait se passer, c'est quoi? On tue à Béni, il y a soulèvement dans toutes les villes et les provinces du Congo. Mais il n'en est pas question. Vous voyez, là, il y a une impuissance organisée, il y a une atomisation de nos populations, il y a une rupture du point de vue patriotique. Donc, ce qui se passe dans un coin du pays n'intéresse pas ceux qui vivent dans un autre. Les populations ont été tellement clochardisées, elles ont été tellement paupérisées que elles passent tout leur temps en train de chercher à manger, à boire, au point de ne pas être informées, au point de ne pas s'engager aux côtés des autres membres du pays, de la nation, qui souffrent et qui sont tués à l'est du pays. Vous voyez, il y a là un processus d'atomisation, il y a une rupture du point de vue de la solidarité et de la fraternité congolaise. Ce sont ces valeurs-là qu'il faut redécouvrir si jamais demain nous réussissons à avoir des mouvements qui travaillent à solidariser les Congolais, à les fraterniser par-delà l'esprit partisan que les actuels partis politiques sont en train d'entretenir en ignorant les différents fronts où se mène la guerre de prédation et de basse intensité au pays. Très bien. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, est monté également au créneau. Hein, donc, il a de nouveau condamné les tueries récurrentes dans les territoires des Béni. Dans un communiqué de presse publié le dimanche 10 mai, c'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Il parle de près de 300 morts massacrés depuis les mois d'octobre 2014. Des chiffres publiés également ce week-end par l'ONG Azado Béni dans son dernier rapport. Face donc à tous ces carnages, le gouverneur Paluku appelle les gouvernements Matata, celui de Kinshasa, à se concentrer désormais sur les aspects sécuritaires dans l'est de la RDC, comme il l'est fait pour les secteurs de l'économie. Bon, ça c'est ce que Julien Paluku affirme. Mais M. Mbelou, cette interpellation de Paluku à Matata n'est-elle pas l'illustration des travers d'un régime plus enclin à faire la politique politicienne que de se saisir des vrais problèmes des Congolais? Oui, mais le régime est au service de la mort et de la destruction. C'est un régime mortifère. Et quand Paluku fait allusion à l'économie, n'oubliez pas qu'il y a 2 jours, Matata Mpogno recevait les membres de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui fait partie des tueurs à gages économiques du pays. Il y a Toussaint, un Belge, Toussaint, qui a écrit un livre très intéressant sur la Banque mondiale. Le livre est intitulé « Coup d'État permanent ». Donc, Matata
pendant qu'on tue nos populations, ils travaillent avec une institution financière qui orchestre des coups d'État permanents contre les pays qui se veulent souverains. Vous voyez, tout est un peu imbriqué. Il y a le front de la guerre, le front militaire et milicien que Matata abandonne pour pouvoir travailler sur le front de la guerre économique avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc c'est à ce niveau-là que nous devons pouvoir faire montre de notre intelligence. Si nous nous enfermons tout simplement dans le front militaire et milicien, nous risquons d'oublier les autres fronts. Or, la guerre qui est menée au Congo se mène, et je le répète, sur plusieurs fronts qui sont tous mortifères. Le front économique, le front militaire et milicien, le front géographique, le front commercial et financier et le petit front politique. Très bien. Répondant à cette interpellation du gouverneur Paluku, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a indiqué que les réunions de sécurité n'ont jamais cessé de se tenir et de poursuivre en ce qui concerne ce qui se passe au Nord Kivu. Les réunions de sécurité n'ont jamais cessé de se tenir, sauf que s'agissant des problèmes de sécurité, nous ne donnons aucune publicité à ces réunions. Monsieur Mbelou, apparemment, même les gouverneurs des provinces membres de la majorité présidentielle kabyliste ne semblent accorder aucun crédit aux affirmations de Lambert Mende. Oui, mais ces messieurs-là connaissent le fonctionnement de leur système de l'intérieur. Hein. Ils savent que c'est un système mortifère et quand Lambert Mende dit ce qu'il dit là, et c'est pour se donner bonne conscience et pas sans être pessimiste, j'ai l'impression que le pays est en train de s'engager davantage sur une voie très très glissante et la balkanisation et sa balkanisation et son implosion, il risque de ne plus attendre très très longtemps pour devenir tout à fait effectif parce que c'est déjà plus ou moins réalisé. Alors tous les discours qu'on va entendre de la part des membres de ce régime-là, c'est pour distraire, c'est pour amuser la galerie. Le pays est vendu, le pays est vendu, on ne peut plus compter vraiment sur ces régimes-là pour pouvoir le récupérer. Il y a un travail de fond à faire pour pouvoir recréer une autre classe politique, et comme nous le cessons de le dire, recréer un autre imaginaire, voir les choses autrement, les penser autrement, essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas croire que le Congo est une île. Hein, cette histoire du Grand Rift dont nous parlons est une histoire très sérieuse. L'occupation d'une partie du Congo à l'est fait partie des projets de ceux qui ont décidé que le Congo était trop grand pour être dirigé à partir de Kinshasa, mais qui ont comme projet de pouvoir avoir un marché de l'Est qui leur appartiendrait, et dans le marché, les pays souverains n'ont pas leur raison d'être. Les nations souveraines n'ont pas leur raison d'être. Voilà pourquoi, en réfléchissant sur toutes ces questions, nous devrions de plus en plus nous dire qu'il est temps que la classe politique de demain puisse découvrir d'autres pôles de force, que cette classe de demain découvre des pôles de force alternatifs avec lesquels elle peut travailler stratégiquement. Si nous allons au rythme de la classe politique actuelle, nous sommes perdus et nous allons le regretter pour le reste de notre séjour d'apatride ici sur Terre. Monsieur Mbelou, dans ces contextes sécuritaires assez chaotiques, pourquoi le régime persiste-t-il à aller plus loin dans son projet
d'émiettement des provinces qui existent actuellement. On a l'impression qu'il veut créer, je me répète, hein, c'est une question que je vous pose régulièrement, il veut créer les conditions d'un chaos. Oui, oui, mais je vous disais que ce que vous appelez impuissance est une impuissance organisée. Ceux qui ont décidé de faire du Congo un État raté, un État manqué, veulent le conduire à son implosion, au chaos, à sa balkanisation, mais avec le soutien, avec la participation de ces élites compradors appartenant au Congo, aux pays voisins et à la fameuse communauté dite internationale. Il y a comme une urgence de pouvoir organiser une rupture avec cette façon, avec ce processus chaotique pour refonder l'État sur des bases nouvelles. Or, à regarder les choses de plus près, nous ne voyons pas qui, parmi tous ces politiciens-là, est en train de proposer une voie alternative. On dirait que tout ce beau monde travaille au maintien du statu quo, c'est-à-dire au service à rendre à ceux qui ont voulu faire de ce pays-là un État raté. Donc, l'impuissance, le chaos, c'est une impuissance organisée. Ce chaos-là, ceux qui ont initié la guerre l'appellent chaos constructeur. Et il suffit de réécouter la vidéo de George Friedman à Stratford pour comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Donc, on nous donne l'impression que ces politiciens-là sont en guerre les uns contre les autres, mais c'est pour que nous puissions oublier les véritables fronts où cette guerre mortifère est en train de se mener. Et les fronts que je vous ai cités, on n'est pas très attentif à ces choses-là. C'est peut-être lié au fait que les dimensions de cette guerre sont complexes, mais souvent, nous nous limitons à un seul pôle, à un seul front. Maintenant, on va au dialogue. Mais dans l'entretemps, vous allez au dialogue, Matata Mpogno reçoit dans son bureau les membres de la Banque mondiale. Vous parlez du dialogue. Il n'y a pas de lien entre le front politique et le front économique. Vous parlez du dialogue. On est en train de construire un aéroport à l'est du pays. Et qui construit l'aéroport? C'est le fils de Warren Buffett qui vous dit, nous, les riches, nous sommes en guerre contre les pauvres et nous nous rendons compte que nous sommes en train de la gagner. Donc, on n'a pas une vue d'ensemble sur la nature de la guerre perpétuelle, sur les acteurs qui sont impliqués, mais surtout sur leur capacité de guerroyer sur le long temps. Nous, c'est le court terme, les postes, les cravates, les costumes, mais le court terme, on est enfermé dans le court terme. Vous savez, il y a une petite vidéo que la commission justice et paix vient de mettre à notre disposition en demandant que nous puissions signer la pétition pouvant conduire l'Union européenne à prendre à réglementer comme il se doit le commerce des minerais de conflit. Quand vous prenez ne fût-ce que cette petite vidéo-là, vous voyez en 4 minutes ce qui se passe au pays. Mais depuis quand est-ce que les politiciens congolais ont parlé des minéraux de sang? Ils n'en parlent plus, c'est fini. Pour eux, la guerre est terminée, le Congo se porte très bien. Or, ailleurs, on s'est rendu compte que toute cette guerre, ces conflits, sont à la fois des conflits miniers et des conflits politiques et militaires, parce que les miliciens sont payés par les multinationales pour faire la guerre. Mais on n'en parle plus. Ces politiciens-là n'en parlent plus. Ouais, très bien, M. Mbelou. Pour finir, hein, une information qui illustre les graves dysfonctionnements de l'administration qu'il y a au Congo.
un professeur associé à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTM, NOPES Kibouissa, a entamé depuis mardi 5 mai une grève de la faim pour réclamer ses arriérés des salaires de 7 mois à Kinshasa. Et il affirme ceci, c'est pour demander la totalité de ma rémunération en tant que professeur associé qui n'est pas payé depuis octobre 2014. C'est Radio Cap qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, lors de la mise en place du deuxième gouvernement Matata Mponyo, il y a eu 3 ministères de l'enseignement qui ont été créés dans ce gouvernement. Et voilà qu'on retrouve ce genre de situation. Oui, mais vous voyez qu'on multiplie les postes pour se redistribuer les miettes qui tombent de la table des multinationales. On ne multiplie pas ces postes-là pour servir le pays. Hein? Vous avez là une démonstration du fait que, bien qu'ayant 3 ministres, il y ait des professeurs impayés. Et n'oubliez pas qu'il y a un compatriote qui s'est immolé au feu, un infirmier ou une infirmière qui s'est immolé au feu parce que il était resté pendant très longtemps sans toucher son salaire. Mais qui en a parlé? Très peu d'entre nous. C'est malheureux, mais nous n'avons pas à nous plaindre. N'avons pas à nous plaindre parce que tous les peuples qui ont réussi à pouvoir se mettre debout sont passés par des situations aussi difficiles, aussi compliquées que nous sommes en train de les connaître. Là, l'URSS a perdu plus de 20 millions de ses populations pour pouvoir se mettre debout. Et aujourd'hui, la Russie est en train de revenir sur le devant de la scène mondiale. Donc, que tout ce que nous subissons, que la mort qui nous frappe, et plusieurs d'entre nous a constitué des fronts capables d'opposer leur intelligence à l'intelligence de ceux qui estiment être les uniques maîtres du monde. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.